Bonjour à tous, je me présente, Jérôme Bondu, je suis responsable du club IES, le club Intelligence économique et stratégique, au sein de l'association des anciens élèves de l'IAE de Paris. Alors quelques mots sur un certain nombre d'interviews de personnes qui sont intervenues au club IES depuis la création du club, il y a maintenant 9 ans, et vous allez découvrir l'intelligence économique sous différents angles, que ce soit l'angle historique, de quand date l'intelligence économique, pourquoi ça s'est développé en France, quelles sont les pratiques d'intelligence économique, quels sont les acteurs qui la pratiquent et quelles sont les associations qui le représentent. Et ce faisant, vous aurez un panorama en une quarantaine de minutes, non pas de tout ce qu'il faut savoir, mais déjà d'une bonne vision de cette dynamique que ce club cherche à travailler. Le club Intelligence économique et stratégique, c'est maintenant plus de 1000 membres. C'est au jour d'aujourd'hui 64 conférences qui ont été organisées. Et d'ailleurs sur ce DVD, vous avez une quinzaine d'intervenants qui sont intervenus. Pour les autres, le compte-rendu vous attend sur le site du club IES. Ce club, c'est 10 conférences par an. Je vous y invite bien évidemment. Vous trouverez le planning des conférences sur le site des anciens élèves de l'IAE. Venez, vous aurez toujours le même schéma, c'est-à-dire un conférencier qui pendant 1 heure va vous présenter un thème, un débat avec la salle et un cocktail. Parce que bien évidemment ce club a pour ambition, entre autres, mais a pour ambition de créer un réseau entre professionnels pour l'échange d'informations et une progression constante sur ce domaine extrêmement intéressant mais aussi très évolutif où il faut sans cesse être tenu au courant de ce qui se passe parce que les deux composantes de l'intelligence économique, les réseaux humains et la technique et les outils, les systèmes de veille évoluent très vite. Merci et à très bientôt. François-Bernard Ruig, bonjour. Vous êtes intervenu au Club IES sur la route de la soie. Pourquoi cette conférence? Parce qu'on présente souvent l'intelligence économique comme étant un phénomène récent. En fait, il n'en est rien. Les exemples historiques abondent et je sais que vous en maîtrisez plus d'un. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet? Oui, en effet, l'intelligence économique est probablement aussi ancienne que l'économie. Ça consiste à quoi? À se renseigner sur ce qui est hostile à votre activité économique, à bien garder ses secrets et à s'assurer les meilleures conditions pour son négoce ou son activité. Or, ces trois idées-là sont venues très tôt aux marchands arabes, par exemple, qui avaient des réseaux et des correspondants partout jusqu'au Japon, y compris avant l'islam. C'est arrivé à toutes sortes de peuples, disons de négociants, comme les Sogdiens en Asie centrale. Mais évidemment, il y a eu un endroit de contact entre les civilisations qui a été la fameuse route de la soie qui allait de la Chine jusqu'à Rome, on va dire à peu près aux environs de l'ère chrétienne, et qui était une route où justement la question de la connaissance, j'allais dire du secret industriel était fondamentale, puisque la Chine a réussi à garder pendant probablement 15 siècles le secret de la soie que bien d'autres ont essayé de percer, y compris des espions. Il y a eu des véritables histoires d'espionnage industriel menées par exemple pour l'empereur de Byzance par des moines qui ont été volés comme de vrais James Bond le secret de la soie. Donc on retrouve cet élément. Deuxième élément, là, sur la route de la soie, on se renseigne, on garde ses secrets. Il y en aura d'autres. C'est également il y a le secret des épices, le secret des couleurs du verre qui est conservé à Venise, le secret des cartes, toutes sortes de secrets qui sont souvent défendus par la peine de mort ou par l'utilisation d'assassins pour tuer les ouvriers qui partiraient avec le secret, comme l'a fait Venise à une certaine époque. Et puis, évidemment, la route de la soie, c'est la route de l'influence, puisque à travers l'expansion d'une religion, par exemple, des peuples de commerçants ont trouvé des appuis sur place. Et puis, c'est une route sur laquelle circulait une énorme connaissance, alors là, pas seulement économique, mais une énorme connaissance de l'autre, à travers des exemples comme le mythique Marco Polo. On a dit qu'il avait raconté beaucoup de carabistouilles et beaucoup de merveilles dans son livre, mais il en racontait plutôt moins que ce que croyait la moyenne de ses contemporains. Pourquoi depuis 20 ans, seulement depuis 20 ans, ce concept est apparu en France? Pourquoi on en parle tant? Alors,
il y a beaucoup de raisons historiques à ça. Il ne vous a pas échappé qu'il s'est produit un certain nombre de changements dans les années 90. L'un d'entre eux a été évidemment la chute du mur. Or, la chute du mur a en quelque sorte libéré les États-Unis d'abord, c'est les pays alliés ensuite, d'une sorte d'option pesante qui était la guerre idéologique et la guerre froide. Donc en particulier dans les États-Unis des années Clinton, beaucoup des outils de souveraineté comme le système d'espionnage échelon ont été reconvertis pour la nouvelle cause qui était l'expansion économique et le soutien à une mondialisation à la fois heureuse, vraiment mondiale et profitable pour les États-Unis. Ça a été une des raisons. L'autre raison est évidemment, sont des facteurs évidents, la mondialisation au sens où tous les produits circulent sans limitation, où il y a de plus en plus d'avantages économiques à posséder la même technologie que l'autre, à être dans les flux d'informations pour pouvoir être à égalité dans la compétition avec lui. Bon, évidemment, Internet, l'énorme disponibilité de l'information sur les réseaux numériques a fortement joué pour créer cette idée, cette pratique de l'intelligence économique. Alors, même si l'idée date de quelques siècles, le mot, lui, n'a qu'une décennie, parce que c'est là que vraiment ça s'est professionnalisé, que ça a commencé à s'enseigner, qu'il y a eu des technologies pour ça. Donc, s'il y avait une chose aussi évidente, il fallait créer un nom, ne serait-ce que pour la vendre d'ailleurs. On parle souvent de l'intelligence économique comme étant un ensemble d'outils. Ces outils, c'est la collecte d'informations, le traitement, la diffusion, la capitalisation, la sécurisation et l'influence. Et je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Qu'est-ce que c'est que l'influence? C'est agir sur le cerveau d'autrui d'une façon favorable à ses intérêts, sans utiliser ni la force, ni la récompense, sans lui donner de l'argent, et sans avoir d'autorité, sans avoir derrière soi la puissance de l'État, par exemple. C'est quelque chose d'assez miraculeux. Là aussi, c'est quelque chose qui se pratique depuis très longtemps, puisque les Grecs avaient inventé la rhétorique, par exemple, ou que les Chinois pensaient une théorie des stratagèmes qui est profondément immergée dans leur philosophie de la prédisposition des choses. Mais là encore, l'influence est un phénomène très ancien, mais un phénomène très moderne. Après les années de la propagande et de la guerre idéologique, on a vu se développer de nouvelles formes d'influence, parce qu'il y a des techniques pour ça et parce qu'il y a des organisations pour ça. Il y a des ONG, le développement des lobbies, le développement d'un certain nombre de médias d'influence, comme les télévisions internationales d'influence. Il est évident que la rivalité CNN-Al Jazeera, par exemple, est un énorme enjeu d'influence politique et partant économique. Et alors, bien entendu, plus on va dans la technologie, plus on s'approche du Web 2, plus les stratégies d'influence sont à la portée de chacun et plus elles se dispersent. C'est en tout cas ce que je vais essayer de raconter. Si vous m'autorisez à faire une toute petite minute de publicité, c'est ce que je vais essayer de raconter dans un livre qui paraît à la rentrée chez Vuillibert et qui s'appelle « Titre provisoire de la propagande à l'influence ». Voilà.